Allons reprendre les travaux. Alors, au nom de mes collègues et moi personnellement, je souhaite la bienvenue aux représentants de l'Université du Québec à Montréal. Alors, je vous voyais tout à l'heure derrière, alors je pense que vous connaissez le mécanisme. Alors, les 10 prochaines minutes sont à vous pour entendre votre exposé. Par la suite, nous allons procéder à la période d'échange. Alors, la parole est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous permettre d'être ici pour vous discuter avec vous d'un enjeu de société, l'immigration. Je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le recteur Stéphane Pallage de son absence. C'est un sujet qui l'intéresse particulièrement, mais il est présentement en France aux entretiens Jacques Cartier, qui le co-préside, et compte tenu du décalage horaire, il est 3 heures du matin en France. Donc, mon collègue et moi, nous allons vous présenter notre position tirée de notre mémoire. Si je peux la résumer en une phrase, c'est que les étudiants universitaires étrangers, et, en général, et ceux de l'UQAM en particulier, représentent le segment de l'immigration qui correspond le mieux aux orientations gouvernementales. Permettez-moi de le détailler davantage. Tout d'abord, en me basant sur le cahier de consultation de la consultation pluriannuelle sur l'immigration. Il y a 3 orientations qui concernent les caractéristiques recherchées pour l'immigration permanente. Tout d'abord, l'orientation 3, qui vise une immigration francophone à 75 %. Je tiens à préciser que l'UQAM, les pays d'origine de 90 % de ces étudiants internationaux sont des pays francophones. Quand on rajoute les étudiants francophiles, la proportion représente 95 %. Je tiens aussi à rappeler que là où il y a un déclin du français, c'est à Montréal. L'UQAM est au centre de Montréal, au centre du quartier latin. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition vers l'orientation 4, qui recherche que les 2 tiers de l'immigration permanente soit déjà sur le sol québécois. Derrière cette idée, il y a une idée d'accueil et d'intégration réussie. Justement, notre orientation stratégique sur le quartier latin, la relance du quartier latin, vise une collaboration entre tout le tissu social pour une collaboration et une cohabitation entre les différentes parties du quartier. Ça inclut les étudiants internationaux et les immigrants permanents. Troisième orientation dont il est question, c'est l'orientation 5 sur une immigration économique. Je tiens à préciser que les étudiants diplômés universitaires sont des personnes hautement qualifiées qui ont une capacité d'entrée dans le marché du travail très élevée. Et j'ajouterais également que dans les formations réglementées, c'est très utile d'avoir sa formation au Québec en raison des formations pratiques de type stage qui permet une intégration efficace et en douceur dans les réalités du marché du travail québécois. Mais l'adéquation entre les étudiants internationaux universitaires et les orientations du gouvernement ne s'arrête pas juste aux orientations au niveau de l'immigration. Quand on parle des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur pour les universités, depuis 2018, l'ensemble des politiques à l'égard des universités visent et stimulent les universités à faire du recrutement international francophone. Et je vous dirais, il y a 2 impacts bénéfiques à cela. Le premier, il est de nature financière. Je tiens à rappeler que depuis l'année 2024-2025, la formule de financement des universités tient compte d'une forme de péréquation entre les établissements basés sur les étudiants internationaux. Le réseau universitaire dépend de l'effectif étudiant international pour son financement. Avec les baisses d'effectifs qu'on a connues cet automne, on a estimé pour l'UQAM une perte cette année de 8 millions de dollars. Si la situation perdure, ça va être des sommes cumulatives. Pour le réseau universitaire, dans son ensemble, on estime à quelque chose de la taille de 100 millions de dollars. Dans un contexte où les finances publiques sont serrées, on considère que c'est une perte d'opportunité. Il y a un deuxième bénéfice des étudiants internationaux, c'est au niveau de la mission universitaire elle-même, l'enseignement et la recherche. Pour la recherche, on parle souvent des cycles supérieurs.
le tiers de nos étudiants à la maîtrise et au doctorat sont des étudiants internationaux. Ils sont dans nos laboratoires, dans nos groupes de recherche. Ils contribuent au développement du savoir. Mais l'enseignement n'est pas juste en reste. Il n'est pas qu'en reste, puisque lorsque des étudiants de différentes origines participent à un cours, il y a une mise en commun de points de vue différents qui enrichit également la transmission du savoir. Les avantages des étudiants internationaux qui deviennent immigrants permanents ne sont pas uniquement pour les universités. Quand on pense aux étudiants universitaires, on pense à des gens qui sont dans la vingtaine. Lorsqu'ils deviennent immigrants permanents, on pense à une population qui vient aider la démographie et inverser le décalage ou le déficit de la pyramide des âges. Tous ces avantages sont actuellement mis à mal par des décisions récentes en matière d'immigration. Tout d'abord, le programme de l'expérience québécoise pour le volet diplômé, son moratoire envoie un bien mauvais message à ceux qui ont le projet de venir s'établir ici. Le deuxième événement, c'est la création des quotas pour les demandes de certificat d'acceptation du Québec. On est tous conscients du détournement des permis d'études et des CAQ à des fins migratoires. C'est un problème réel. Mais en appliquant les quotas de la manière dont il a été effectué, en reproduisant le nombre de demandes de l'année précédente, indistinctement de la qualité de l'établissement d'enseignement, on vient créer un problème où on ne résout pas les enjeux qu'on a identifiés. À ce titre, l'UQAM est exemplaire dans ses processus de recrutement et d'admission, où on a des règles claires, des missions d'enseignement avérées, et on est en train de développer, en collaboration avec l'Université du Québec, des méthodes de dépistage de la fraude qu'on n'était pas capable de faire de manière manuelle. Mais il y a aussi eu des enjeux de gestion des quotas, où, au niveau opérationnel, on a de la difficulté à le réaliser au niveau terrain. La période n'est pas ajustée avec les calendriers universitaires. Lorsque le 26 février 2026 va arriver et que la fin de la période des quotas va arriver, la période d'admission va avoir débuté depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il faut retarder nos offres d'admission pour s'assurer que les étudiants rentrent dans les quotas futurs? Il y a un bouleversement au niveau du processus de l'admission. L'autre enjeu que je tiens à rappeler, c'est celui que les renouvellements des permis de CAQ et les nouvelles demandes sont ensemble. Je dois avouer que j'aurais bien eu de la peine à dire à un doctorant qui doit déposer sa thèse et qui a besoin de renouvellement, qui ne peut pas compléter ses études, puisqu'on n'a plus de demande de CAQ valide. C'est pour l'ensemble de ces considérations, pour l'ensemble de cette analyse, que le mémoire de l'UQAM prend 3 recommandations. La première, l'abolition des quotas pour le réseau universitaire québécois. La seconde, le rétablissement du PEC du volet diplômé. Et le troisième, c'est de reconnaître le réseau universitaire québécois en général et l'UQAM en particulier comme des partenaires privilégiés du gouvernement en matière d'immigration. En bref, aidez-nous à vous aider. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à la période d'échange. Nous allons débuter avec la partie gouvernementale pour une durée de 16 minutes 30. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci bien. Merci pour votre présentation. J'ai quelques questions de compréhension sur vos chiffres. Donc, vous avez, en général, combien d'étudiants étrangers ou internationaux à l'UQAM qui sont au cycle supérieur? Je vais laisser mon collègue Sébastien Drolet, qui est registraire, répondre. Un nombre arrondi, là, mais... Ça se fait quand même assez rapidement. On va dire 4 500 pour l'ensemble, tous les cycles. Et de ce 4 500-là, c'est grosso modo la moitié. C'est environ 50 % de nos étudiants, donc 2 250 environ. Donc, à l'UQAM, aux alentours de 2 250 personnes au cycle supérieur. Donc, ça compte maîtrise, doc, postdoc. Doctorat.
Pardon? Pas le postdoctorat. OK. On doit être dans des petits nombres, là, mais bon. Est-ce que vous avez une idée dans les maîtrises, si c'est une grande partie, une petite partie, qu'il faut qu'on appelle les maîtrises de cours? Parce que c'est pas toutes les maîtrises qui sont des maîtrises de recherche, là. Est-ce que vous savez le portrait? On peut peut-être vous répondre par courriel parce que je dois avouer que la proportion d'étudiants internationaux dans les maîtrises professionnelles et les programmes courts, ainsi que les maîtrises recherche, je ne m'avancerai pas trop, mais je vous dirais qu'il n'y a pas une disparité 20-80. Je ne sais pas de vous prendre en défaut. Non, je sais. C'est juste que j'essaie d'y penser, mais... Selon le nombre de programmes, puis la concentration des... Bon, vous savez, les étudiants internationaux ne sont pas également répartis dans tous les programmes et dans tous les secteurs. J'aurais tendance à penser, sans être la parité, là, on ne doit pas être si loin de ça. Parce qu'on entend souvent les dirigeants universitaires qui nous parlent, à juste titre, du fait que beaucoup d'étudiants étrangers participent à la capacité de recherche, la force de recherche. Puis des fois, ils nous disent, bien, on a X milliers de personnes au cycle supérieur, mais qu'on a un petit peu ça. Puis je sais que c'est pas parce que tu es au cycle supérieur que tu fais nécessairement de la recherche. Il y a quand même de plus en plus de maîtrises professionnelles ou qualifiantes où tu peux très bien faire ta maîtrise sans faire de la recherche. Tu as des maîtrises de cours, donc c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est ce que je voulais un peu démêler. Ensuite, est-ce que vous savez à peu près combien d'étudiants étrangers diplôment par année et combien restent ensuite sur le territoire québécois, deviennent là, des résidents permanents, des Québécois pour la vie? Tout cycle confondu. Oui, tout cycle confondu. Des diplômés de l'UQAM, combien s'établissent parmi les étudiants étrangers? Pour ce qui est de s'établir après la période de diplomation, j'oserais dire, malheureusement, les universités n'ont pas de données sérielles relatives à leurs diplômés. Évidemment, par l'entremise de nos bureaux des diplômés, on capte certaines histoires, mais pour nous, ça, c'est pas des données qu'on a. Sinon, en termes de nombre de diplômés annuellement, c'est autour, je vais de mémoire, et là, on me répond, autour de 2500 diplômés par année. OK. Quelque chose comme ça. Parce qu'encore une fois, on essaie de sortir des grands nombres pour regarder ce qui se passe. Combien de gens au cycle supérieur, combien de gens font de la recherche, combien de gens sont diplômés, combien de gens demeurent ici, parce qu'on dit, vous savez, les gens qui diplôment d'institutions universitaires québécoises, francophones, à Montréal, on en veut des immigrants francophones à Montréal. Très bien, mais encore faut-il qu'ils restent, parce que sinon, c'est très bien qu'ils viennent étudier, passer 2 ans, 3 ans, 4 ans au centre-ville, mais s'ils repartent, c'est une chose. Si on en a 10 000 puis qu'il en reste 500 qui restent sur le territoire québécois, c'est pas inintéressant, mais on peut se dire, on a-tu besoin vraiment d'en avoir 10 000? Peut-être qu'on serait mieux d'en sélectionner mieux, puis d'en faire venir 5 000, d'en garder 2 000, que d'en faire venir 10 000, d'en garder 500. Et c'est là que je me demande combien de ces étudiants diplômés dans votre belle institution en français, à la fin, restent et deviennent des immigrants francophones hautement diplômés qui peuvent contribuer, qui sont jeunes, comme vous l'avez dit, donc qui font même baisser la moyenne. Ça serait intéressant. Si vous ne l'avez pas tout de suite, je ne doute pas que vous avez la force de recherche et les gens hautement qualifiés. Vous avez toutes les qualifications possibles dans vos facultés pour faire ce type d'analyse, parce que si je voulais cette information-là, peut-être je demanderais à un prof d'université. Donc. en fait, on a approché l'Institut de la statistique du Québec pour peut-être croiser des données. Parce qu'un des enjeux dans ce que vous demandez, c'est qu'on n'a pas les données. On n'a pas les données d'immigration. Il faut mettre en partenariat les données des universités, probablement aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, et les données de l'immigration. Il y a des enjeux aussi de protection des renseignements personnels, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire et qui nous permettrait tous de gagner un éclairage. Mais c'est quelque chose que les universités ne peuvent pas faire en propre, puisque nous, on sait, une fois qu'ils ont diplômé, qu'ils partent.
Nous, notre information s'arrête à la diplomation. Donc, pour faire ce que vous proposez, qui serait quelque chose d'éminemment intéressant, il faut qu'on soit partenaire dans trouver la solution. Comme souvent, lorsque des chercheurs se saisissent d'une question, ils n'ont pas les réponses au début, mais ils vont les chercher. Ils vont demander à l'ISQ, vont demander, dans ce cas-ci, à IRCC, là, qui est le gouvernement canadien, c'est eux qui donnent la citoyenneté. Parce que c'est intéressant, je pense, comme question. Pour après ça, c'est deux cibles différentes. On peut dire, on fait venir des gens par grandeur d'âme, là, parce qu'on considère que c'est notre contribution à l'humanité. Ils viennent, ils repartent, c'est très bien. On peut dire, on fait venir des gens parce que leur contribution est exceptionnelle en matière de recherche. Même s'ils viennent et repartent le temps qu'ils sont ici, ils nous aident réellement dans notre production de savoir. Puis on peut dire, on fait venir des gens souhaitant avoir des immigrants de premier plan, diplômés, qualifiés, francophones, au cœur du centre-ville. C'est trois intentions différentes. Les trois réponses peuvent être bonnes, mais combien reste à chaque fois? On a besoin de cette information-là. Après ça, pour dire, bien, allons-y. Ou c'est quoi le retour sur investissement? Je ne parle pas en dollars, là. Le retour sur investissement, c'est-à-dire dans quelle mesure on atteint une cible, dans quelle mesure c'est intéressant pour ce qu'on souhaite avoir. Puis les trois réponses peuvent être bonnes, mais quand on cherche à faire une planification, c'est pas juste un quota, on met un chiffre, c'est ça qu'on veut. On a d'autres objectifs sociaux. L'effectif étudiant, j'ai lu quelques articles sur les effectifs étudiants en ce moment, là, pour la session automnale. Plusieurs institutions ou recteurs, porte-parole des institutions disent c'est difficile cette année pour les étudiants internationaux. Il y a des baisses d'effectifs. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour l'UQAM, si on compare, mettons, septembre l'an passé, septembre avant, septembre cette année, dans quelle mesure le nombre ou le pourcentage d'étudiants étrangers a diminué? Je pense qu'il a diminué à l'UQAM. Vous pouvez me corriger moi si je me trompe. Oui. En fait, la diminution des nouveaux étudiants de l'automne 25 par rapport à l'automne 24, c'est une baisse de 32 %. Et en nombre, 32 % donc, vous m'avez dit qu'il y en avait 4 500 au total, mais ce n'est pas 4 500 nouveaux à chaque année. Sébastien? Peut-être 32 % de 1000, genre? À l'heure actuelle, dans les volumes globaux, faut dire que pour cette année, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la baisse, elle n'est pas fondamentale, mais là, il y a un effet quand même, puis on dit souvent que la COVID a le dos large, je me permettrai de la citer encore une fois, c'est que nos étudiants diplômés de ces années-ci sont les étudiants COVID où on avait eu évidemment une contraction très, très, très importante du nombre d'étudiants internationaux. En plus, on va ajouter à ça des problèmes de persévérance scolaire pour toutes les raisons que vous connaissez. C'est donc dire que pour cette année, la balance est pas tellement négative parce qu'on a des sortants COVID et des arrivants dans une situation plus normale. Fait à l'heure actuelle, bien concrètement, en effet, en termes de volume globaux, on a une petite diminution. Nous, ce qui nous inquiète, bien sûr, davantage, c'est qu'on on avait repris le rythme pré-COVID ou post-COVID, et là, cette baisse-là de 30 quelques % est quand même très considérable. Mais si vous avez moins d'étudiants étrangers nouveaux admis cette année, pourquoi vous me dites, je m'inquiète de ne pas pouvoir donner le CAQ à un étudiant pour qu'il puisse finir son doctorat? Si vous n'êtes pas capable de les donner, les CAQ que vous voulez donner, parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui viennent, c'est sans doute pas le quota du Québec qui vous empêche de donner le CAQ à un étudiant puis qui brise ses études en plein milieu de sa formation? Deux remarques. La première remarque, évidemment, les universités ont tous subi le choc des quotas et je pense qu'on peut nommer de l'ensemble des mesures gouvernementales, autant fédérales que provinciales. Ça a été relativement documenté. Là, on a eu une mauvaise presse. Donc, il y a cette baisse-là qu'on espère que la confiance
des étudiants internationaux va revenir. Là. Je pense qu'il y a eu une série d'annonces un petit peu trop concentrées. Donc, il y a d'une part ça. Bien sûr que cette année, en termes de nombre d'unités de quotas, ça va plutôt bien. Cela dit, la période importante s'en vient. Nous, la grosse période d'admission, c'est en février pour l'automne. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se comporter, d'autant plus qu'on a très, très peu de données. Tout ce qu'on a, c'est le nombre et le pourcentage. Donc, c'est la première chose. L'autre phénomène qu'on va voir, étant donné que le quota actuel est basé sur l'an passé, dans 2-3 ans, dans 2 ans pour les maîtrises, le cas de figure normal, et dans 3 ans pour les baccalauréats, on va avoir une hausse très, très, très significative du nombre de prolongations. Puis ça, c'est un enjeu qui est pas propre aux étudiants internationaux. La durée des études, autant chez les Québécois que chez les internationaux, au premier qu'au deuxième qu'au troisième cycle, est largement dépassée. C'est donc dire que dans 2 ans, l'UQAM et le réseau des universités au sens large, pas seulement que l'UQ, pourraient se retrouver dans des années où on utiliserait la presque totalité de notre quota pour assurer la diplomation des étudiants qui sont déjà présents. On fait des efforts pour la persévérance, mais il reste que concrètement, il y a très peu de gens qui vont faire une maîtrise de recherche en 2 ans, peut-être pas très peu, mais il y a une bonne proportion qui vont devoir faire des demandes. Je peux vous dire que la nouvelle loi nous permet de nous adapter à ce contexte-là, puis c'est pas notre intention de briser des parcours au milieu dès le début, là, ça n'a jamais été le cas. On sera capable de voir venir puis d'avoir le dialogue là, pour éviter cet écueil-là. Tout à fait. Mais au net, le nombre d'étudiants à l'UQAM cette année, si je ne me trompe, il est à peu près égal à celui de l'an passé ou 1 % au-dessus. Ça se peut-tu? J'ai vu ça? Total. Total, en incluant tout le monde, on est en quasi-stabilité. On est à moins 0,5 %. Donc, s'il y a moins d'étudiants étrangers, mais que vous êtes en stabilité, ça veut dire que vous avez compensé, il y a plus de Québécois ou des Canadiens, en fait. En fait, en termes de nouveaux étudiants, on est en baisse. La raison pourquoi on est en quasi-stabilité, c'est que l'année dernière, on a connu une très, très bonne année. Et que les étudiants qui ont diplômé, donc ceux qui étaient la 3e cohorte, c'est un peu la fin de la pandémie et des turbulences, étaient très faibles. Donc, le fait que l'année dernière a été très élevée, dans le fond, c'est comme si notre nouvel effectif étudiant de cette année était équivalent à une année de vache maigre dans les dernières années. C'est pour ça qu'on a l'air d'être en stabilité, mais c'est en raison de la force de l'année antérieure. Et cette année, on est en diminution totale, toute origine confondue. Merci. Je m'excuse de ne pas avoir laissé suffisamment de temps. J'ai une collègue qui veut continuer. Je me suis un peu emballé. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je suis désolé. Je comprends qu'on cède la parole à la députée de Anjou-Louriel. Merci, Monsieur le Président. Il reste combien de temps? Il vous reste 2 minutes 40. Alors, il n'y a pas de problème. Rapidement. Messieurs, merci pour la présentation. Mes salutations à M. Pelage, qui est un recteur très apprécié à Montréal, un leader, en fait, qui est pertinent, qui est utile et ambitieux dans toutes ses aventures. Alors, c'est très apprécié de travailler avec lui. Dans vos recommandations, vous demandez que UQAM soit reconnu comme un partenaire particulier. Évidemment, ce ne sera pas moi qui va faire ça aujourd'hui, mais je peux certainement vous dire que dans la relance du quartier latin, vous êtes un partenaire particulier. Vous êtes de tous les dossiers, l'enseignement supérieur, la culture, l'itinérance, l'économie, l'habitation. Alors, merci pour vos collaborations. Merci d'être à la commission ce soir. Vous nous avez parlé des bénéfices des étudiants internationaux, à la fois, évidemment, des bénéfices pécuniaires, mais aussi au niveau de la recherche et du développement du savoir. Vous nous avez aussi parlé vous êtes conscient des détournements de permis d'études, et c'est là-dessus que j'aimerais vous amener dans le temps qui reste. Vous avez parlé de nouvelles méthodes pour contrer la fraude. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à ce niveau-là sur les faux étudiants étrangers, finalement? Bon, oui, vas-y. Est-ce que je rentre dans le 2 minutes 40? Parce que ça... Oh, OK, d'accord. L'objectif est en 1 minute 20. OK, d'accord. D'une part, on a ajouté beaucoup de ressources pour étudier les demandes d'admission. On ne se le cachera pas, là, c'est beaucoup d'analyses de documents. Le projet, je pense qu'il en mérite citation en 1 minute 20. C'est ce qu'on appelle le projet SADA, dont j'oublie toujours exactement, là, mais c'est
le système d'aide à l'analyse des demandes d'admission. C'est un projet fabuleux qui est né à l'UQAM, qu'on a pour le moment étendu à l'ensemble de l'UQ, où on va s'appuyer sur des technologies novatrices, l'intelligence artificielle pour ne pas la nommer, et sur la mise en commun de nos bases de données, parce que toutes les universités ont des bases de données sur les diplômes, sur les relevés de notes, etc., pour faire des analyses plus fines des demandes d'admission et principalement des documents qui nous sont soumis. C'est souvent ça qu'on contrôle de notre côté, c'est de s'assurer qu'il y a les bons diplômes, les bons relevés de notes qui n'ont pas été falsifiés, etc. Et on a fait toute une série de tests à l'UQAM sur des échantillons. C'est quand même assez intéressant avec des relevés de notes manuscrits, des choses comme ça. Et la machine est meilleure que l'humain déjà pour des choses comme ça. Donc, c'est un projet dans lequel on place beaucoup d'espoir, qui a été présenté à divers intervenants du ministère et qui aurait un potentiel de déploiement à l'ensemble du réseau universitaire, voire à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Merci. C'était parfait. C'était exactement dans les temps. On peut poursuivre avec le député de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Je regarde les recommandations dans votre mémoire et une de vos recommandations, c'est d'abolir les quotas d'étudiants internationaux pour le réseau universitaire. Vous dites que le fonctionnement actuel, et là je suis à la page 7, le fonctionnement actuel de la gestion des quotas rend caduque toute planification adéquate et qu'en plus, les quotas sont actuellement calculés sur une base annuelle qui ne suit pas le calendrier universitaire. Toujours à la page 7. Donc, au fond, on ne vous rend pas la vie très facile. Ne pas nous rendre la vie très facile, il faut être honnête, là, c'est des grands mouvements pour les universités, pour les gouvernements. Les 7 ou 8 derniers mois nous ont donné beaucoup d'expérience et ça nous a permis d'identifier plusieurs aspects où on pouvait s'améliorer. D'abord, les quotas, on demande l'abolition parce que de façon générale, on pense que les universités accueillent les bonnes personnes. Ensuite de ça, avant même d'aller vers les quotas, il y avait un certain nombre d'autres solutions qui auraient été possibles, notamment identifier peut-être les bons établissements. C'est un peu le message qu'il y a sous l'idée d'exclure les universités. Puis, on n'a pas encore parlé beaucoup de la question linguistique. Mais, par exemple, sur l'île de Montréal, si on regarde les montants globaux des quotas pour les établissements universitaires, on a une trentaine de environ 30 des quotas qui sont attribués à des établissements qui accueillent, pour la très grande majorité, des étudiants dont la langue n'est pas le français. À partir du moment où on rentre dans la logique de quotas telle qu'elle est actuellement, il y a comme 4 enjeux majeurs qui sont tous très opérationnels. Là, je vais essayer de les résumer. Je suis registraire, je m'occupe des dossiers étudiants, donc si je rentre trop dans le technique, vous pouvez m'arrêter. D'une part, il y a en effet le calendrier. Le 26 février, moi, c'est quelques jours avant la date limite des admissions d'une très grande majorité de programmes, si bien que je n'ai aucune idée si l'étudiant à qui j'ai donné une lettre d'admission fait sa demande dans le quota 2025 ou dans le quota 2026. La solution, parce que on a quand même réfléchi à certaines solutions, ça serait d'aligner le quota sur les calendriers universitaires, que le quota de l'UQAM soit basé sur hiver, été, automne. Et à partir de là, comme registraire, c'est beaucoup plus facile d'assurer le suivi puis de comprendre exactement la mécanique du quota. Le deuxième enjeu, je pense qu'on l'a nommé plusieurs fois, il y en a d'autres qui l'ont nommé, il y en a d'autres qui vont le nommer, c'est le fameux enjeu des renouvellements. Les renouvellements doivent être isolés du quota global parce que la logique du calendrier puis le rythme d'arrivée fait en sorte que les étudiants qu'on va prendre en otage à la toute fin, que ce soit nous ou le gouvernement, vont être les étudiants qui sont déjà ici, qui sont déjà intégrés, qui parlent déjà français, etc. Donc ça, c'est un autre enjeu. Ensuite, il y a la prédictibilité des durées. Évidemment, il y a des regroupements de registraires, de l'UQ, du BCI, etc., où on discute et on se rend compte que souvent, pour un même programme, un même cas de figure, la durée du CAQ octroyée n'est pas la même. Bon, j'ai des opérations dans mon service. Je sais que parfois, la personne qui traite, etc., mais il nous faudrait des durées plus fixes, mieux identifiées, sur lesquelles on pourrait se baser pour effectuer une meilleure planification d'utilisation de notre quota. Et enfin, puis là, pour nous,
les établissements, mais particulièrement les registrariats qui s'occupent des dossiers étudiants, la donnée est l'un de la guerre. À l'heure actuelle, on reçoit une fois par semaine un tableau avec quelques colonnes où, principalement, je l'ai dit plus tôt, on nous donne un nombre de... Notre quota global, l'UQAM, c'est 7600 pour faire simple. On en a utilisé 5000, c'est 80 et c'est tout ce qu'on a. Ça pose des enjeux majeurs parce qu'on n'a aucune idée lesquels de nos étudiants à qui on a donné une lettre d'admission favorable ont fait une demande. On ne sait pas lesquels ont été refusés. On ne sait pas quand ils sont passés, on ne connaît pas notre proportion de renouvellement versus les nouvelles demandes. Et j'ajouterais, pour faire référence à la question précédente, on fait des efforts vraiment importants en matière de détection de la fraude, mais sans les données, sans pouvoir faire une triangulation des données avec le nombre de CAQ, et j'oserais dire, même si ça ne nous concerne pas ici, les permis d'études, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'identifier lesquels ne passent pas et lesquels sont véritablement problématiques. Si on pouvait avoir un accès minimal aux données, je comprends qu'il y a beaucoup d'enjeux reliés, on pourrait contribuer bien davantage à ce que le gouvernement atteigne ses objectifs en matière d'immigration. Je vous dirais que c'est les 4 éléments problématiques là, du point de vue plus opérationnel que les universités ont identifié, particulièrement le Québec. Merci. Donc, au fond, une meilleure planification et un dialogue plus fréquent avec le ministère vous aiderait probablement. Sans doute, en effet. Bien. Excellent. C'est quoi la contribution des étudiants internationaux à l'économie du Québec en termes d'argent? En fait, ça a été calculé par... voyons, j'ai Statistique Canada, là, mais... Ouais. En tout cas, oui, c'est ça. C'est par Statistique Canada, en 2022, c'était 4,2 milliards de contributions à l'économie du Québec. Donc, c'est énorme. C'est un gros chiffre. Quand on regarde le mémoire qui a été fourni par la Guilde du jeu vidéo en 2023, la totalité de l'industrie du jeu vidéo, c'était 1,3 milliard. Donc, les étudiants internationaux québécois, c'est davantage que toute l'industrie des jeux vidéo, selon les propos de la Guilde elle-même. Merci. Compte tenu des décisions du gouvernement, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une réduction de vos demandes d'admission au 2e et au 3e cycle? Est-ce que ça a un impact sur la réputation de l'université? En fait, ça en a un enjeu au niveau du recrutement, au niveau du réseau universitaire. Le recteur, s'il avait été présent, aurait fait référence à sa visite au Maroc au printemps dernier, où, dans les universités, il a rencontré des gens qui avaient une inquiétude sur l'environnement universitaire québécois. Il y avait une préoccupation, effectivement, sur une mécompréhension du message qui était lancé. Est-ce qu'on veut accueillir les cerveaux ou non? Et on comprend que dans les politiques de certains ministères, dont le ministère des Relations internationales, le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a encore dans leur objectif l'idée d'aller recruter des étudiants à l'international. Donc, il semble y avoir une incohérence entre certaines visions de certains ministères puis la réalité ou certains quotas qui sont imposés par ailleurs par le gouvernement. Est-ce que je me trompe? Je vous dirais que quand on regarde les quotas qui ont été mis cette année, il y avait probablement une volonté de stabilisation, puisqu'on a reproduit. Malheureusement, l'effet qui s'est produit en raison d'un enjeu communicationnel dans les établissements, dans les pays d'origine, il y a eu une baisse. Il y a encore la volonté, dans les règles budgétaires, il y a encore des règles qui disent de recruter. Comme je vous dis, de notre compréhension, le message qui était envoyé au niveau des quotas, c'est on veut une stabilité. Il n'y avait pas les quotas cette année avaient un objectif d'une stabilité ou d'une reconduction d'un nombre. Par contre, ça ne s'est pas concrétisé. Ça a connu une diminution en raison, dans le fond, de l'application de ces quotas. J'aimerais que vous puissiez, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais continuer à expliquer l'importance finalement de l'UQAM dans
ce qui a trait à la francisation et l'intégration des étudiants internationaux. J'imagine que la majorité des étudiants qui vont étudier chez vous, et notamment aux études supérieures, parlent français. Comme on a dit précédemment, c'est avec les francophones et les francophones, c'est 95 %. Par contre, il y a aussi des mesures de francisation pour le 5 % restant. Est-ce que tu veux... Puis de façon générale, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut considérer l'université de façon générale et l'UQAM en particulier comme possiblement le meilleur terreau d'intégration qu'on puisse avoir. L'UQAM n'offre que des programmes en français d'une part. Comme on l'a dit, l'immense majorité des étudiants qu'elle recrute à l'international sont déjà francophones. Et ensuite, on a un milieu de vie durant 2 ans, 3 ans, 10 ans pour faire une blague quand on est au doctorat, où on a un milieu de vie entièrement francophone, où on socialise en français, on travaille en français, on est évalué en français, on fait nos stages en français. Et à côté de ça, il y a toute une série de ressources. Évidemment, on a des linguistes, on a des experts en communication, on a didactique des langues, on a un centre, il y a des centres autant dans certaines unités globaux pour favoriser l'apprentissage du français. On ne se le cachera pas, c'est un enjeu à l'université, tant pour les Québécois, pour les internationaux, cela dit. Donc, l'UQAM est un lieu privilégié pour s'assurer d'une sociabilisation en français. Et comme on le dit, ça se trouve également qui est au cœur d'un des endroits au Québec où le recul du français, le déclin du français est le plus important. Et donc ça, c'est en termes de francisation, en termes d'intégration. J'imagine que vous avez des programmes. Comment ça fonctionne? Ouais, on a toute une série de programmes qui sont principalement menés par ce qu'on appelle la vie étudiante. Là, il y a un programme ALLO qui prennent les étudiants internationaux en charge et qui vont faire autant des sorties culturelles, les aider pour la cuisine, aider leur intégration, ouverture de compte, etc. Bon, vous le savez, c'est un traumatisme là, aller étudier à l'étranger. Quand on arrive, il y a tellement de choses à faire. Donc, on a ce programme-là. On a des programmes de mentorat. On a depuis plusieurs années une très belle initiative qui, je pense, mérite d'être nommée, où beaucoup d'employés et d'étudiants invitent des étudiants internationaux durant les fêtes à faire Noël, le jour de l'an, etc. Et donc, il y a une prise en charge autant de l'institution que de la communauté à l'égard des étudiants internationaux. Je vous remercie. Finalement, votre recommandation 2, vous parlez de restaurer le PEC, volet diplômé du Québec. Avez-vous, bon, évidemment, le volet du PEC est suspendu. Avez-vous des étudiants présentement qui, particulièrement au 2e, 3e cycle, sont en train de terminer leurs études, ils sont dans le programme, puis là, ben, ils vont vivre une incertitude parce que le volet est suspendu? Ce qu'on peut dire, c'est que oui, on a des étudiants qui vont diplômer dans les prochains mois, voire, pas les prochaines semaines, là, mais dans la prochaine année. Donc, oui, il y a effectivement des étudiants qui sont actuellement dans les limbes et qui, lorsqu'ils ont été admis et inscrits à l'université, le programme existait et le message qui avait été envoyé, c'est qu'il y avait cette passerelle pour faciliter, puisqu'on désirait, dans le fond, ce type d'immigration. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre les échanges avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je vais rester sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet intéressant et important. Sur le PEC, on a connu beaucoup de modifications du PEC. C'est pas la première fois que l'UQAM vient nous en parler. Il y a même eu un moment où il fallait une expérience de travail à la suite des études. Puis il y a même eu un moment où le PEC était hors quota. À la dernière planification pluriannuelle, le PEC étudiant diplômé, c'était tellement la panacée que le gouvernement, ce même gouvernement-là, qui a même suspendu le programme maintenant, avait décidé de le mettre hors cible. Ça fait pas très longtemps, là. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on revire à 180 degrés comme ça sur le programme qui était un des plus beaux programmes d'immigration au Québec? Visiblement, il y a eu une préoccupation sur l'adéquation entre les programmes et les cibles du gouvernement. Mais ce qui s'est produit, il y a eu des décisions qui ont été prises. Nous, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a une manière de restaurer les programmes pour continuer à envoyer le message positif aux étudiants internationaux universitaires à qui
nous avons envoyé le message qu'ils étaient souhaités, qu'ils le sont toujours. Vous dites rétablir le message positif. Je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, je vais vous laisser le dire. Est-ce que le message actuel, il n'est pas positif, il est négatif? Nous l'avons mentionné tout à l'heure en introduction. Il y a un questionnement de la part des candidats potentiels dans les pays qu'on visite pour faire du recrutement. Est-ce que vous souhaitez qu'on soit présent ou non? Donc, oui, effectivement, il y a un enjeu sur comment envoyer un message positif sur le fait qu'on désire des étudiants internationaux universitaires. Dans une histoire récente, là, où vous étiez là, où vous vous souvenez, est-ce que c'était déjà arrivé, ça? Ce message-là? Là, je dois avouer que je comprends mal la question. Pouvez-vous la reformuler? Ce message-là, ce doute-là, à savoir s'ils sont désirés ou non désirés, ces mesures-là négatives, est-ce que ça faisait déjà partie du discours ou c'est une nouveauté pour le Québec? On ne fera pas un historique des 20 dernières années, puisqu'il y a différents messages qui ont pu être envoyés. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que dans les dernières années, les deux mesures qu'on a identifiées qu'il faut travailler envoient un message négatif. Puis on peut peut-être ajouter également, un des enjeux qu'il y a eu au cours des derniers mois, c'est surtout une juxtaposition de diverses mesures. Bien honnêtement, je pense que c'est davantage cette succession-là qui a eu un effet. C'est pour ça qu'on espère que cet effet-là puisse quand même se dissiper un peu. Vous étiez à mentionner l'ouverture du PEC diplômé. Vous le voyez à peu près où? Vous avez connu, vous avez suivi les chiffres, vous êtes quand même des gens de chiffres. Ce PEC-là, vous le voyez vous orienter dans quelle proportion du programme d'immigration au Québec dans la planification? Bien, en fait, lorsqu'on regarde l'objectif 4, on dit que les 2/3, on souhaiterait que ce soit de l'immigration temporaire vers une immigration permanente. Nous, comme on dit, on considère que le profil universitaire et le profil universitaire UQAMien, des étudiants internationaux, c'est celui qui correspond le mieux. Donc, à notre avis, il devrait être en priorité et il peut y avoir un monitorat sur l'ensemble des autres catégories découlant du nombre de personnes qui font ces demandes, puisque visiblement, c'est ceux-là qui sont priorisés. Le moment est venu de remercier l'Université du Québec à Montréal pour la contribution à nos travaux. Je suspends quelques instants.